Alors bonjour, voici la vidéo pour remplir le chapitre 13 sur les transformations nucléaires. Alors dans cette première partie, on va voir des rappels sur ce qui a déjà été vu en tout début d'année sur la notation symbolique d'un noyau et la notion d'isotope. Donc un noyau va se représenter de manière symbolique par la notation AZX. Donc X représente le symbole chimique de l'atome, donc c'est une lettre majuscule ou deux lettres, première lettre majuscule, deuxième lettre minuscule. Alors grand A, le nombre qui est au-dessus, représente ce qu'on appelle le nombre de masse. Alors ça correspond au nombre de nucléons, c'est-à-dire la somme du nombre de protons et du nombre de neutrons. Alors on l'appelle nombre de masse, je vous rappelle, parce qu'il permet d'avoir une évaluation de la masse d'un atome, puisque les électrons qui tournent autour du noyau ont une masse négligeable, et la masse est essentiellement due au noyau dans un atome. Donc il suffit d'additionner la masse des protons et des neutrons, qui ont à peu près la même masse, pour avoir une évaluation de la masse de l'atome. Alors le chiffre qui est en dessous, Z, c'est ce qu'on appelle le numéro atomique. Alors il va représenter, lui, uniquement le nombre de protons. Et je vous rappelle que dans le tableau périodique des éléments, les atomes sont classés avec ce numéro atomique croissant, et non pas par le nombre d'électrons de valence, comme je peux en voir parfois dans certaines évaluations. Alors avec ça, on a le nombre de protons directement, et on a le nombre de nucléons, c'est-à-dire protons plus neutrons. Donc, on n'a pas le nombre de neutrons directement, il faut le calculer, et on fait tout simplement le nombre de protons plus neutrons moins le nombre de protons, c'est-à-dire A moins Z. Le nombre de neutrons, on peut le noter grand N. Alors, vous avez ici deux petits exemples, deux petits exercices, donc n'hésitez pas à mettre en pause pour les chercher, c'est tout simple. Alors ici, on nous demande de donner la composition. Donc composition, il faut bien se souvenir que ça correspond à donner le nombre de neutrons et de protons. Alors éventuellement le nombre d'électrons, si on parle de l'atome entier. Bon là, ici, on me demande que pour le noyau, donc protons plus neutrons, de l'atome de brome, qui est ici. Donc je vois que j'ai Z égale 35, donc 35 protons. J'ai 79 protons plus neutrons, donc le nombre de neutrons, ça va être 79 moins 35, ce qui va faire 44. Donc on a 35 protons et 44 neutrons. Alors ensuite, on nous demande la même chose sur l'atome de mercure de symbole 280Hg. Donc là, j'ai 80 protons. Ensuite, j'ai 200 protons plus neutrons. Donc pour avoir le nombre de neutrons uniquement, je fais 200 moins 80, ce qui va faire 120. Donc l'atome de mercure contient 80 protons et 200 moins 80, c'est-à-dire 120 neutrons. Donc tout ça, on a déjà vu ces notions-là. Alors maintenant, une notion qu'on a déjà vue aussi précédemment, c'est la notion d'isotope. Donc deux isotopes, vous en avez ici, il y en a deux qui sont présents ici. Alors on voit que ce qu'ils ont en commun, c'est le numéro atomique, donc même numéro atomique, donc ça veut dire même nombre de protons. Et comme un atome, un élément est défini par son nombre de protons, et bien c'est le même élément, donc là c'est du carbone pour Z égale 6. Et par contre, ils ont un nombre de protons plus neutrons, donc un nombre de masse différent. Et comme le nombre de protons est identique, c'est forcément le nombre de neutrons qui va être différent. Donc là, par exemple, dans ces 12, il va y avoir 12 moins 6, c'est-à-dire 6 neutrons. Et pour le C14, donc carbone 14, il va y avoir 14 moins 6, c'est-à-dire 8 neutrons. Mais même s'ils ont un nombre de neutrons différent, c'est toujours du carbone. C'est juste qu'il y en a un qui a 2 neutrons de plus et le noyau est un peu plus lourd, du coup. Mais c'est toujours du carbone. Donc, deux isotopes ont le même nombre de protons, ils ont donc le même numéro atomique Z, et deux isotopes ont en revanche un nombre de neutrons différent. Donc le nombre de nucléons A, neutrons plus protons, est donc différent. Alors on va les représenter par le même symbole, puisque c'est bien, ils ont bien le même nombre de protons, donc c'est le même élément. Et pour les nommer, donc on va utiliser cette technique, on les nomme comme ça.
on donne le nom de l'élément suivi du nombre qui change, c'est-à-dire le nombre de masse grand A, qui lui va être différent pour chaque isotope. Donc par exemple, pour le carbone, il y a 3 isotopes. Le carbone 12, qui est ici, 12,6C, le carbone 13, qui n'est pas dessiné ici, hein, mais qui est ici, donc carbone 12, carbone 13, et le carbone 14. Alors on reparlera du carbone 14 l'année prochaine en enseignement scientifique, hein, parce que c'est un des isotopes du carbone qui est assez rare, mais qui est quand même présent dans toute matière organique qui contient du carbone, et qui va servir à la datation des objets anciens, c'est-à-dire pour savoir à quelle période ils ont été fabriqués, ou si c'est un être vivant, à quelle période il est mort. Alors, ces 3 atomes ont tous 6 protons, comme le carbone, Z égale 6, mais un nombre de nucléons, donc de neutrons différents. Donc tout ça, on avait déjà vu. Alors, vous avez ici un petit exercice, un petit exemple, donc n'hésitez pas à mettre en pause pour essayer de le faire. Alors, on nous parle du silicium, hein, qui entre dans la composition des panneaux solaires portés par les satellites artificiels, ou même tous les panneaux solaires qu'on peut installer. Alors, le noyau de silicium contient 14 protons, donc je vais avoir Z égale 14, et le nombre de neutrons peut varier de 14 à 17. Donc, ça veut dire qu'on peut avoir des isotopes à 14 neutrons, 15 neutrons, 16 neutrons, 17 neutrons. Alors, on nous demande d'écrire la notation symbolique de tous les noyaux isotopes du silicium, hein, de symbole SI. Ça veut dire qu'il faut écrire ceux à 14, 15, 16, 17. Donc ça fait 4 isotopes dont il faut écrire le symbole. Alors, ça va nous donner celui à 14 neutrons. J'ai toujours 14 protons. Donc le nombre en dessous sera toujours 14 pour tous les isotopes. Par contre, celui à 14 neutrons, ça fera 14 plus 14, c'est-à-dire 28. Donc là, j'aurai 28, 28 nucléons à l'intérieur du noyau. Alors ensuite, celui à 15 neutrons, donc un neutron de plus, on passe de 28 à 29, mais on est toujours à 14 protons. Encore un neutron de plus, on passe à 30. Et encore un neutron de plus, on passe à 31. Donc ça, c'est 14 plus 17, ça va faire 31. Alors là, on passe aux transformations nucléaires en elles-mêmes. Alors ces transformations nucléaires, elles vont avoir une écriture symbolique qui va ressembler un peu aux écritures des réactions chimiques, hein, mais on va s'intéresser cette fois uniquement aux noyaux. Donc on va devoir, comme les noyaux vont changer, on va devoir préciser dans ces réactions chimiques, enfin dans ces réactions nucléaires, pardon, on va devoir préciser le nombre de masses et le numéro atomique pour chaque élément, en fait, puisqu'il va y avoir des changements dans ces numéros. Donc pourquoi? Parce que dans une transformation nucléaire, on a un ou plusieurs noyaux réactifs, on peut en avoir qu'un seul, le plus souvent on en a deux, hein, deux réactifs, qui vont se transformer en des nouveaux noyaux. Donc contrairement aux réactions chimiques, il y a quelque chose de très important, c'est que les éléments chimiques ne sont pas conservés. Ça veut dire que j'ai des éléments au début qui disparaissent. Au début, je peux avoir par exemple de l'azote, et dans les produits, il n'y a plus d'azote. Donc le noyau d'azote a disparu et s'est transformé en un autre atome. Donc, alors que dans les réactions chimiques, il n'y avait absolument pas ça, puisque si j'ai du carbone au début, j'ai du carbone à la fin. Si j'ai de l'azote au début, je dois avoir le même nombre d'azote à la fin. Tandis que dans les transformations nucléaires, tout ça c'est terminé. C'est-à-dire que l'azote, le noyau en lui-même, se transforme en autre chose. Donc concrètement, on peut, dans des transformations nucléaires, transformer un noyau de plomb en un noyau d'or. C'est possible. Hein, la transmutation que les alchimistes cherchaient au Moyen-Âge, elle est possible avec les transformations nucléaires, mais pas avec des réactions chimiques. Alors le seul inconvénient, c'est que ça coûterait beaucoup plus cher que l'or qu'on pourrait trouver dans la nature, donc on ne le fabrique pas l'or par cette méthode, hein, sinon ça ferait longtemps qu'il y aurait de l'or absolument partout et que du coup ça ne vaudrait plus grand-chose. Donc pour modéliser cette transformation nucléaire, on va écrire une équation dans laquelle apparaissent les réactifs et les produits, sauf que cette fois-ci on va mettre les noyaux. Donc on va faire apparaître le nombre de masses et le numéro atomique de chaque élément.
Alors, on va partir sur quelque chose qui se rencontre très souvent, c'est-à-dire 2 réactifs de produits, mais on peut avoir 3 produits, on peut avoir qu'un seul réactif, toutes les configurations sont possibles, hein. Mais disons que c'est le cas le plus courant. Donc dans ces cas-là, on va modéliser ça de cette manière. Donc le premier élément, je vais l'appeler X1, le deuxième élément X2. Ça, c'est les réactifs. Dans les produits, j'ai X3 et X4. Et pour chacun, on va avoir, chacun va avoir son numéro atomique et son nombre de masses, donc qui lui correspond. Donc pour X1, je vais avoir Z1 et A1. Pour X2, j'ai Z2 et A2, etc. Alors, dans cette équation, on a quand même des conservations, parce qu'on ne peut pas non plus faire n'importe quoi, tout n'apparaît pas ou disparaît pas par magie. Il y a peut-être un noyau qui se transforme en un autre, mais je dois quand même avoir 2 conservations. Je dois avoir globalement la conservation du nombre de nucléons, c'est-à-dire du nombre 1. Et je dois avoir la conservation, ce qu'on appelle de la charge électrique, c'est-à-dire que ça va correspondre à la conservation du nombre Z. Donc les deux nombres A en haut et en bas et le nombre Z en bas doivent se conserver. Alors concrètement, ça signifie que pour A, je vais avoir 1 plus A2 qui doit être égal à A3 plus A4. C'est-à-dire que en fait, on va avoir un échange de nucléons. Il y a un premier élément qui va peut-être donner des nucléons à un autre. Après, ça peut être proton ou neutron, peu importe, mais il va donner un nucléon au deuxième. Et donc, chacun va donner un nouvel élément. Le X1 peut-être aura moins de nucléons, donc ça deviendra un autre élément. X2 aura plus de nucléons, ça deviendra un autre élément. Mais les nucléons qu'il y avait au début, leur nombre dans les réactifs, doit être égal au nombre de nucléons dans les produits. D'accord? Donc c'est bien ça que ça signifie, hein. C'est-à-dire que si je fais A1 plus A2, ça doit être égal à A3 plus A4. On n'a pas de nucléons qui disparaissent comme ça par magie. Alors ensuite, on a la même chose avec les nombres Z en dessous. Donc ça va ressembler. Donc je vais avoir Z1 plus Z2 est égal à Z3 plus Z4. Donc ça correspond à la charge électrique. Alors dans une première approximation, on peut parler du nombre de protons, même si les choses ne sont pas toujours aussi évidentes. Ça veut dire que les protons, on peut avoir un échange de protons entre éléments, mais au final, le nombre de protons que j'ai au début doit se retrouver dans les produits à la fin. Donc tout ce que je vais avoir ici, Z1 plus Z2 doit être égal à Z3 plus Z4. Alors ces lois de conservation s'appellent aussi les lois de conservation de Soddy, S-O-D-Y, du nom d'un scientifique qui a travaillé dans ce domaine. Alors on va voir un exemple d'application juste après. Alors attention, donc petite remarque, certains réactifs ou produits peuvent ne pas être un élément en tant que tel avec plusieurs protons, plusieurs neutrons, mais être ce qu'on appelle des particules libres. Alors ces particules libres, il y en a de plusieurs sortes, c'est-à-dire on peut avoir des protons ou des neutrons qui se promènent, et donc on ne peut pas dire que un proton peut encore faire office d'un atome, ça peut être un atome d'hydrogène, mais un neutron n'est pas un atome tout seul. Et on peut même avoir des électrons et l'antiparticule de l'électron qui ne sont pas des éléments en tant que tels. Alors, on en a 4 qu'on peut rencontrer essentiellement. Donc, vous avez le neutron. Alors, son symbole au neutron, ça va être 1, 0, N. Alors, N comme neutron. Mais pourquoi 1, 0? En haut, 1, c'est le nombre de nucléons. Un neutron, c'est bien un nucléon, donc ça marche. Et en bas, c'est Z, c'est le nombre de protons. Un neutron, c'est pas un proton. Donc le nombre de protons, dans un neutron, il n'y en a pas, donc c'est 0. Donc ça paraît, ces nombres, ils sont assez logiques. Alors ensuite, vous avez des protons. Donc le symbole du proton, P pour proton. Ensuite, dans un proton, il y a bien un proton, donc nombre de protons 1. Ensuite, nombre de nucléons, un proton c'est un nucléon, donc 1. Voilà. Ça correspond à un atome d'hydrogène. Alors, vous avez également des électrons. Alors, les électrons,
Le nombre de protons dans un électron, en fait, il n'y en a pas, mais ça, je vous ai dit tout à l'heure, ça correspond à la charge électrique. Et la charge électrique d'un électron, c'est l'opposé de celle d'un proton. Donc c'est pour ça qu'on le symbolisera par -1. Ensuite, 0, c'est le nombre de nucléons. Le nombre de nucléons dans un électron, c'est 0. Il n'y a pas de ni proton, ni électron, ni neutron dans un électron. Avec le E pour électron, bien sûr. Et vous avez aussi ce qu'on appelle le positon ou le positron, les deux se disent, alors qui va être, donc là on commence à aborder des choses intéressantes, donc l'antiparticule de l'électron. C'est-à-dire c'est une des particules qui a la même masse qu'un électron, mais qui a une charge électrique opposée. Ça veut dire qu'en fait il a la charge du proton, sauf qu'il n'a pas la masse du proton, puisqu'un électron c'est beaucoup plus léger qu'un proton. Donc un positron est beaucoup plus léger qu'un proton, mais il a la même charge. Et donc naturellement, son symbole, ça va toujours être E, un peu comme électron, sauf que là, au lieu d'avoir -1, je vais avoir +1. Alors, rassurez-vous, de toute façon, la notation de ces particules libres n'est pas à apprendre. Quand on vous donnera des équations nucléaires éventuellement à équilibrer, même en enseignement scientifique l'année prochaine, vous aurez ces symboles qui seront écrits, on ne va pas vous demander de les compléter. Par contre, on peut les rencontrer, donc il ne faut pas s'étonner, il faut se demander ce que c'est si on les rencontre. Alors, l'équation précédente montre la petite remarque, la transformation nucléaire, oui c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, de 2 noyaux dans les réactifs et de 2 nouveaux noyaux dans les produits. Donc à chaque fois j'ai 2 réactifs, 2 produits, mais on a tous les cas de configuration possibles. Alors souvent on peut même avoir en général 3 produits, un seul réactif. Bon, on a un peu tous les cas possibles. C'est un exemple, un cas général. Alors, exemple d'équations nucléaires, telles qu'on les utilisera beaucoup en enseignement scientifique l'année prochaine. Donc, la formation du carbone 14 dans la haute atmosphère, ça veut dire que ça ne se fait pas sous nos latitudes, ça se fait dans la stratosphère. Donc, vous avez de l'azote, qui était gentiment présent dans l'atmosphère, il ne demandait rien à personne et il se fait bombarder par un neutron qui se promène. Et en fait, on va avoir ici un proton qui va disparaître et ça va se transformer en atome d'hydrogène. Donc, comment on peut vérifier qu'on a bien des conservations du nombre de nucléons et de la charge électrique? Et bien en fait, on compte les nombres en haut, les nombres en bas, dans les réactifs et dans les produits. Et on regarde si c'est bien la même chose. Alors, dans le nombre de masse, conservation du nombre de nucléons, au-dessus, j'ai bien 14 plus 1, c'est égal à 14 plus 1. Donc, tout va bien. En dessous, qu'est-ce qu'on a? On a 7 plus 0 égale 6 plus 1. Donc, tout va bien. On a bien conservation du nombre de nucléons et de la charge électrique dans cette équation. Donc le compte est bon. Hop. Alors, petite remarque sur toutes les transformations qu'on peut voir en seconde. Donc il ne faut pas confondre les 3 types de transformations qu'on peut rencontrer. Vous avez des transformations nucléaires, transformations physiques, transformations chimiques. Donc ici, j'ai un petit résumé qui rassemble tout ça. Donc la transformation nucléaire pour laquelle on va toujours faire intervenir les nombres, la notation du noyau, donc ça c'est la formation du carbone 14 qu'on vient de voir dans l'atmosphère. Ici, il y a une caractéristique dans ces transformations nucléaires, c'est que les noyaux sont différents, donc je n'ai pas conservation des éléments chimiques. Ici j'ai bien un azote et dans les produits il n'y a plus d'azote. Dans les produits, j'ai un carbone, alors que dans les réactifs, il n'y en a pas. Donc on n'a pas conservation des éléments chimiques. Dans les transformations physiques, c'est les changements d'état. Donc fusion, solidification, etc. Là, vous avez exactement la même molécule au début et à la fin. La seule chose qui change, c'est l'état. Par exemple, fusion de la glace, au début, j'ai de l'eau solide et après, j'ai de l'eau liquide.
Ensuite, donc là, vous avez par exemple condensation du dioxyde de carbone. Donc ça veut dire qu'il est gazeux et qu'il devient solide. Ensuite, dans les transformations chimiques, là, on a conservation des éléments, mais on n'a pas conservation des molécules ou des atomes, enfin conservation des molécules, parce que ici, j'ai du dioxygène, par exemple, et dans les produits, je n'ai pas de dioxygène, j'ai du dioxyde de carbone, CO2. Mais j'ai bien 2 atomes d'oxygène qui appartiennent au dioxygène, et dans les produits, j'ai toujours 2 atomes d'oxygène. Donc j'ai conservation du nombre d'éléments, sauf qu'au lieu d'appartenir à du dioxygène, ils appartiennent à du dioxyde de carbone. Hein, là, dans les réactifs, j'ai bien un carbone qui est tout seul, qui va former du charbon, et dans les produits, ben maintenant il appartient à la molécule de dioxyde de carbone. Mais j'avais un carbone au début, un carbone à la fin, c'est conservé. Donc il faut bien distinguer ces 3 types de transformations, hein, et les propriétés qu'elles peuvent avoir chacune. Alors maintenant, on va voir les 2 types de transformations nucléaires qu'on peut rencontrer. Donc vous avez ce qu'on appelle la fission nucléaire et vous avez la fusion nucléaire. Alors à chaque fois qu'il y a des petites animations indiquées qu'on peut cliquer sur le diaporama, je mettrai les liens dans la description. Alors la fission nucléaire, c'est quand ça va se casser, quand un noyau en général assez gros va se casser en deux. Donc certains atomes, certains noyaux, puisque les électrons, on ne les considère pas trop hein, dans toute cette histoire, on les oublie un peu. Donc certains noyaux sont très volumineux et leur taille approche du maximum permis pour un noyau, c'est-à-dire qu'il faut que tout ça soit stable. Et il faut que les forces nucléaires qui maintiennent le noyau en place, hein, qui arrivent à faire ce qu'on appelle la cohésion, bah, il faut qu'elle soit suffisante. Et quand le noyau est trop gros, et ben, les forces ne sont pas assez importantes pour maintenir la cohésion du noyau. Donc il va casser. Alors, il y a des noyaux qui se cassent tout seuls, naturellement, sans qu'on fasse rien du tout. Mais il y a beaucoup de noyaux qu'on va aider à casser avec un petit neutron qu'on va leur envoyer. Pas forcément un neutron très très rapide, hein, mais on leur envoie un petit neutron et c'est comme une sorte de boule de billard qu'on va envoyer sur un vase assez fort et ça va le casser. Donc dès qu'un neutron vient les frapper, ils vont subir ce qu'on appelle une fission nucléaire. Donc vous voyez, ils vont se déformer un peu à un moment donné, et à un moment donné, hop, ça va casser en 2 fragments. Donc forcément, les 2 fragments sont plus petits. Alors ils ne sont pas forcément exactement identiques, hein. On peut avoir les 2 fragments, un morceau plus gros que l'autre. Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que chacun soit bien plus petit que le noyau de départ. Donc ces noyaux qui vont subir ces fissions vont s'appeler des noyaux fissiles. Donc ils sont capables de faire une fission, de se casser. Et donc la fission nucléaire, ça va être une transformation nucléaire au cours de laquelle donc un noyau lourd, hein, on précise parce que si le noyau est trop léger, ça va pas, en général, ils sont pas fissiles, donc va se fragmenter, se couper en 2 noyaux plus légers, en général sous l'impact d'un neutron. Alors la fission s'accompagne de l'émission d'un ou plusieurs neutrons. Donc vous voyez dans le petit dessin qui est ici, j'ai un seul neutron au départ. Et en cassant, en général, il y a 2 ou 3 neutrons qui sont libérés en même temps. Donc il y a les 2 gros fragments, enfin, qui sont plus petits que le noyau d'origine, mais il y a 2 fragments et il y a 2 ou 3 petits neutrons qui sont d'ailleurs en général assez rapides et qui vont être libérés. Et bien qu'est-ce qu'ils vont faire ces neutrons? Et ben ils vont aller gentiment aller casser d'autres noyaux. Sauf que un neutron au départ va pouvoir faire casser 2 ou 3 autres noyaux qui eux-mêmes vont pouvoir casser donc 6 ou 8 autres noyaux, etc. Donc ça peut s'emballer très vite. La réaction va s'entretenir toute seule. Moi au début j'ai qu'un seul neutron à envoyer et tous les autres en fait vont se casser au fur et à mesure. C'est un peu le principe des contaminations, hein. On a un contaminé ici qui va contaminer 3 autres personnes qui elles-mêmes vont aller contaminer 3 autres personnes, etc.
C'est exactement le même genre d'équation qui régit tout ça. Donc ces neutrons sont susceptibles à leur tour de provoquer de nouvelles fissions, et donc ça c'est ce qu'on va appeler la réaction en chaîne. Et c'est ce qui va être utilisé dès qu'on va utiliser des fissions, donc on va voir dans les centrales nucléaires ou dans les bombes nucléaires. Donc ici, à quoi va servir tout ça, ces fissions nucléaires? Donc en plus de dégager des neutrons, ce qu'on constate, c'est que cette réaction va libérer des rayons très dangereux, donc ionisants, donc des rayonnements radioactifs, et beaucoup d'énergie sous forme de chaleur. Ça chauffe beaucoup. Et c'est ce dégagement de chaleur qui va être utilisé pour produire de l'électricité. Dans quoi? Dans les centrales nucléaires. Et il y a une réaction en chaîne, mais cette réaction en chaîne dans les centrales nucléaires, elle est contrôlée. C'est-à-dire qu'on vérifie constamment le nombre de neutrons qui sont émis et on évite qu'il y en ait de trop, que ça s'emballe. Le but n'est pas que la centrale nucléaire explose. C'est pas censé faire Tchernobyl à chaque fois. Donc c'est sous contrôle, avec des barres de contrôle qui vont absorber, en fait, dès qu'il y a trop de neutrons qui sont émis, on va aller les absorber pour éviter que ça prenne trop d'importance. Alors pareil, il y a une petite vidéo, tout ça, je vous mets ça en description. Alors quand on veut que ce soit contrôlé, ça va faire une centrale nucléaire, et quand ça n'est pas contrôlé, le but, c'est que ça va être utilisé dans les bombes nucléaires. Alors les bombes nucléaires qui utilisent la fission nucléaire, ça s'appelle les bombes A, comme atomiques. Et c'est celles qui ont explosé par exemple à Hiroshima et Nagasaki en août 1945. Donc elles vont utiliser la fission d'éléments assez lourds. Alors vous avez eu l'uranium 235 et le plutonium 239 qui ont été utilisés sur les deux bombes nucléaires qui ont explosé au Japon. Donc évidemment dans ces bombes, la réaction n'est pas contrôlée et c'est le but, que ça explose et que ça fasse le plus de dégâts possible malheureusement. Alors, petit exercice pour équilibrer une transformation nucléaire à partir des lois de conservation qu'on a vues et d'une réaction de fission nucléaire. Alors, pour équilibrer tout ça, on ne va jamais tout vous donner à équilibrer. On va juste mettre des pointillés et puis il faut compléter cette chose-là. Alors, vous voyez qu'ici, au départ, j'ai l'uranium 235. Donc ça c'est une des bombes atomiques qui a été utilisée. Donc je lui envoie un petit neutron, ça va créer du baryum et du krypton. Et ça va émettre 3 neutrons. Alors là pour comprendre un peu mieux, j'ai mis neutron plus neutron plus neutron, mais il faut savoir qu'on peut tout simplement écrire 3 neutrons. Donc on en écrit un seul et on écrit un 3 devant, pour ne pas avoir à répéter tout ça. Alors, comment on fait? Le nombre qui est au-dessus. Pour le krypton, il y a des pointillés pour le nombre de masses. On va faire une sorte de petite équation entre guillemets. Donc, dans les réactifs, les nombres du dessus, j'ai 235 plus 1, qui doit être égal à 141, plus, j'en sais rien, plus 1, plus 1, plus 1. Donc, c'est-à-dire plus 3, quoi. Et il faut résoudre la petite équation pour savoir combien A fait. Donc au final, grand A, ça va être égal à 235 plus 1, bon, ça fait 236, moins 141, moins 3, et on va trouver 92. Voilà, ici, j'ai trouvé le premier, c'est 92. Ensuite, pour le chiffre du bas, on fait la même chose. Donc dans les réactifs, j'ai 92 plus 0. Donc 92 plus 0, ça fait 92, qui doit être égal à Z, je ne sais pas combien, plus 36, plus 0, plus 0, plus 0. Donc Z va être égal ici à 92 moins 36, c'est-à-dire 56. Donc là, on peut compléter le dernier chiffre qui manque. Bon, d'ailleurs, pour le baryum, il suffirait tout simplement d'aller voir dans la classification où est le baryum, quel est son numéro atomique, et voir dans quelle ligne il est, et puis on a son numéro atomique, 56. Voilà pour la fission nucléaire. Alors maintenant, la fusion nucléaire. Donc la fusion, bon, le nom
est assez logique. Je vais avoir des noyaux, en général des noyaux légers, qui vont fusionner. Donc ils ne vont plus former qu'un seul noyau, et ça va donner comme produit un noyau qui est plus lourd, c'est exactement l'inverse, hein, plus lourd que les noyaux qu'on a au départ. Alors, ces noyaux légers ne peuvent fusionner que quand la température est très élevée. Ça va ne pas se faire naturellement comme ça. Hein, c'est pas j'en prends un dans chaque main, je les pousse, je les mets l'un contre l'autre et ils fusionnent. Hein. C'est pas aussi simple malheureusement. Donc la définition de la fusion nucléaire, c'est une transformation nucléaire au cours de laquelle deux noyaux légers s'assemblent pour former un noyau plus lourd. Alors vous avez un exemple qui est ici. J'ai deux isotopes de l'hydrogène, qu'on appelle, alors on pourrait dire l'hydrogène 2 et l'hydrogène 3, mais ils ont un petit nom spécial parce que ils sont vraiment particuliers, ces deux isotopes. Donc l'hydrogène 2, on l'appelle le deutérium, ici, et l'hydrogène 3, on l'appelle le tritium. Et ils vont fusionner pour donner, donc le tritium et le deutérium sont là, pour donner de l'hélium. Et j'ai un petit neutron qui va aussi être émis. Alors comment je sais que c'est une fusion? Ben, tout simplement, dans les réactifs, j'ai un élément avec 2 nucléons, j'ai un élément avec 3 nucléons, et ça va me donner, donc au départ tout fusionne, toutes les particules fusionnent, bon même si là c'est un peu un résumé de toutes les étapes qui vont se passer, hein. Et à la fin j'ai de l'hélium avec 4 nucléons. Donc 4 c'est bien plus grand que 2 ou 3. Donc ça veut dire que ça a fusionné, même si il y a un petit neutron qui a été perdu au passage, hein, on ne peut pas toujours tout fusionner, mais j'ai bien quand même quelque chose de plus lourd que chacun des réactifs pris séparément. Alors l'équation de ce qui est en image, hein, en fait ici, ça va donner, alors le deutérium, il y a 2 nucléons, mais ça reste de l'hydrogène, hein, donc l'hydrogène c'est toujours Z égale 1. Dans le petit dessin, le deutérium, en fait, les protons sont représentés en rouge. Donc j'ai un proton, un neutron, donc ça me fait 2 nucléons. Le tritium, j'ai un proton, 2 neutrons. Donc un proton plus 2 neutrons, ça fait bien 3 nucléons. Et ça va me donner de l'hélium, donc cette fois l'hélium, c'est pas le même symbole, hein, c'est He. J'ai 2 protons et 2 neutrons. Donc 2 protons et plus 2 neutrons, ça fait 2 et 2, 4 nucléons. Et ça libère un neutron. Alors même si c'est une fusion, j'ai toujours la même conservation des éléments, enfin pas conservation des nombres A et Z. Donc je regarde en dessous, là, j'ai 1 plus 1 égale 2 plus 0, donc tout va bien. Et pour le nombre de masse, en haut, j'ai 2 plus 3, ça fait 5, égale 4 plus 1, ça fait 5. Donc on a bien une conservation des nombres de masse et du numéro atomique. Alors, des petites remarques, on va voir des petites remarques sur ces fusions nucléaires et où est-ce que c'est utilisé. Alors, les conditions avec lesquelles on va faire une fusion nucléaire, c'est pas évident et on aimerait bien savoir exactement le faire sans problème. Parce que, en fait, pour faire cette fusion, ben, les noyaux, il faut les rapprocher, hein, et les forcer à coller ensemble. Le problème, c'est que deux noyaux, c'est positif. Et donc, ça va se repousser. Et ça se repousse avec une force qui est tellement importante que, dans des conditions normales, il est impossible de les faire se toucher et de les faire fusionner. Donc ils se repoussent, rien à faire. Donc il faut vraiment beaucoup d'énergie pour réussir à les rapprocher et pour réussir à les faire fusionner. Et donc ces fusions, elles vont se produire, mais comme il faut beaucoup d'énergie pour réussir à rapprocher ces noyaux, ça va se produire dans des températures qui sont dignes de celles du cœur d'une étoile. Donc dans les étoiles, on va avoir des fusions nucléaires parce qu'on a par exemple 15 millions de degrés pour le Soleil. Donc là, oui, ça va fusionner, il n'y a pas de problème. Dans les températures que vous avez dans le Soleil, hein, vous voyez, en extérieur, on est de l'ordre de 6000 degrés, donc c'est pas si important que ça, entre guillemets, par rapport au centre pour lequel on est à 15 millions de degrés. Donc là, oui, ça va être très chaud, et ça va être dans le cœur du Soleil qu'on va avoir les fusions nucléaires. Alors, ces fusions nucléaires, elles sont aussi utilisées dans certaines bombes nucléaires, qu'on va appeler les bombes H.
Alors pourquoi H? Parce que c'est à hydrogène. Ça va utiliser les isotopes de l'hydrogène. Même si ça reste des bombes atomiques, hein, mais c'est un genre particulier de bombes atomiques. Alors, il n'y a jamais eu de bombes H qui ont été libérées pendant des guerres, heureusement, même s'il y a déjà eu des essais qui ont été faits, hein, puisque vous voyez qu'il y a une photo ici. Alors, ces fusions, elles dégagent beaucoup plus d'énergie que les fissions. Donc, les bombes à hydrogène vont dégager une puissance qui peut être plusieurs milliers de fois celle d'une bombe atomique. Donc, c'est vraiment, vraiment bien plus destructeur qu'une bombe atomique. Donc, heureusement, ça n'a jamais été utilisé sur des populations civiles. Alors, ce qu'on aimerait bien faire, ce serait comme pour les centrales nucléaires, c'est-à-dire on sait faire ces fusions nucléaires, fusions, pardon, dans les bombes hydrogènes sur des toutes petites quantités. Bon, ben, c'est destructeur, mais on ne sait pas le maîtriser. Et le but, c'est de savoir maîtriser ces fusions, les faire s'entretenir pour qu'elles durent sans tout détruire, hein, c'est quand même le but. Et donc il y a un projet depuis plusieurs dizaines d'années qui est créé en France, hein, et on espère qu'un jour on produira de l'électricité par la fusion nucléaire avec des isotopes de l'hydrogène qu'on va trouver relativement facilement dans la nature. Et l'intérêt, c'est que il n'y a quasiment pas de déchets nucléaires, en tout cas beaucoup moins et beaucoup moins dangereux pour les centrales nucléaires. Et il n'y a quasiment pas de problème d'approvisionnement. Et ça produit vraiment une très grande quantité d'énergie. Donc ça règle à peu près tous les problèmes énergétiques qu'on peut avoir. Donc oui, on espère un jour pouvoir maîtriser tout ça. Donc c'est un projet hein, qui a comme acronyme ITER, qui est développé dans le sud de la France, à Cadarache. Alors, petite remarque, ne pas confondre la fusion nucléaire, hein, qui consiste à fusionner deux noyaux ensemble, avec la fusion de la glace, hein, qui n'a rien à voir, qui est le passage de l'état solide à l'état liquide, sachant que les noyaux d'hydrogène et d'oxygène dans la glace ne vont pas fusionner, hein, ça n'a rien à voir, même si c'est le même mot. Alors, il nous reste une dernière petite partie sur l'énergie des transformations nucléaires. Hein, ça peut se calculer, on peut évidemment hein, évaluer l'énergie qui va être produite par telle réaction de fission ou de fusion en fonction de la réaction qui est utilisée. Donc, d'où elle vient en fait cette énergie? Eh bien, elle s'accompagne de ce qu'on appelle une perte de masse. Alors ça, c'est assez nouveau pour l'instant. Ça veut dire concrètement que la masse totale des produits va être inférieure à la masse totale des réactifs. Donc, concrètement, les produits vont être plus légers que les réactifs. Là, par exemple, hein, vous avez l'atome d'uranium qu'on pèse sur une balance. Et bien, tous les produits, si je les mets sur une autre balance, c'est plus léger. Donc, ça se passe comme si on avait une sorte de matière qui avait vraiment disparu, qui n'existe plus. Pourtant, ce qui est étrange, c'est que le nombre de protons et de neutrons est le même, hein, ça, c'est pas le problème. Mais j'ai quand même une masse qui a disparu. Ça va être plus léger dans les produits. Et en fait, Albert Einstein, en 1905, quand il a sorti tout son livre sur la relativité, il a interprété ça sous la forme que on a de la masse qui est convertie en énergie. Donc il affirme dans ses équations que de la masse peut être convertie en énergie. Alors, quelle va être concrètement la valeur de cette énergie qui est libérée en fonction de la masse qui disparaît? Et bien avec une équation dont vous avez tous entendu parler, hein, alors non, ça n'est pas E égale M6, mais c'est E égale MC2 qui est là. Donc M c'est la masse qui disparaît, C2 en fait c'est C au carré, c'est la vitesse de la lumière au carré. Vous multipliez les deux et vous avez l'énergie qui est libérée par cette masse qui disparaît. Donc la matière disparue a été convertie en énergie qui s'est libérée lors de la transformation nucléaire. Et il suffit de très peu de matière pour libérer beaucoup d'énergie. Hein, parce qu'on multiplie par la vitesse de la lumière au carré. Donc forcément, on va multiplier ça par un grand nombre. Donc la fusion et la fission sont des transformations nucléaires qui libèrent de l'énergie, que ce soit dans le soleil ou dans les centrales nucléaires. Hein. Donc comme elles libèrent de l'énergie, il y a un mot qu'on utilise aussi dans les transformations physiques ou chimiques. On dit que ce sont des transformations exothermiques.
exo qui libère de la chaleur vers l'extérieur. Alors, il n'y a pas, on va pas plus loin en seconde, hein, on va pas faire de calcul là-dessus, on verra tout ça en enseignement scientifique, donc pour tout le monde. Alors, il faut savoir que la libération d'énergie, elle est vraiment énorme hein, pour ces transformations nucléaires. Donc, à masse égale, la fusion d'atomes légers va libérer près de 4 millions, une énergie près de 4 millions de fois supérieure à celle de la combustion du pétrole, et 4 fois supérieure à celle des réactions de fission nucléaire. Donc, la fusion libère plus d'énergie que la fission nucléaire dans les centrales nucléaires, qui libèrent beaucoup plus d'énergie que la combustion du pétrole ou du gaz naturel. Voilà.